La ruche est partagée en deux. En bas, il y a une partie comme ça qui fait corps, et vous les abeilles, il y a une entrée, il y a un peu fort. Et puis alors on met la grille là par-dessus, et on met une autre hausse. Alors c'est la partie haute qu'on fait qu'on retire la récolte. Voilà. Voilà. Alors là, il n'y a pas de ruche, mais enfin, vous voyez là. Voilà, on le met comme ça, et la reine ne peut pas monter là-dessus. Alors comme ça, on récolte du miel propre. On a les reines maintenant qui ne durent pas très longtemps. On avait des reines avant qui duraient 4 ans. Et maintenant, quand elles ont duré 2 ans, c'est le grand maximum. Et la reine prolifique, elle est vraiment prolifique, la première et la deuxième année. Puis la troisième année, elle commence à baisser de sa puissance de ponte. Parce qu'il faut savoir qu'une reine arrive à pondre 1500 à 2000 œufs par jour en période de pointe, ce qui correspond à son propre poids à elle, son propre poids par jour. Alors vous voyez que si vous aviez une poule qui vous fasse son propre poids en œufs par jour, ben vous auriez intérêt à la soigner. Hein. Et ça, cette puissance productive, c'est dû à la gelée royale, parce que la reine n'est nourrie qu'avec la gelée royale. Alors que les abeilles se nourrissent avec une purée de pollen et de miel. Voilà. Et la gelée royale, c'est les abeilles qui le créent, ça? Alors c'est les jeunes abeilles. C'est les jeunes abeilles qui produisent la gelée royale, parce qu'elles ont une période où leurs glandes productrices de gelée royale sont abondantes. Mais plus l'abeille vieillit, moins elle a la capacité de... Mais ça, c'est propre, quand on a été dans l'élevage, eh bien, une vache de 4 ans, elle produira plus de lait qu'une vache de 10 ans. Voilà. C'est la nature qui le veut comme ça. D'ailleurs, même déjà, la reine, à son départ, lorsque l'œuf a été choisi pour devenir une reine, il sera nourri uniquement à la gelée royale. Alors que les larves voisines, elles seront nourries avec ce que je vous ai dit, le pollen, le miel et un petit chouïa de gelée royale, mais enfin insignifiant. Mais ce qu'elles vont faire, elles vont lui faire un berceau bien plus grand que la cellule que vous avez vue, là, les cellules. Et alors là, elles vont gaver cet œuf de gelée royale. Et alors, cet œuf va donner naissance à une reine au bout de 18 jours. Alors que l'abeille, elle mettra 21 jours, et le faux bourdon mettra 23 jours. Pour vous dire la puissance de la gelée royale, pour accélérer la formation aussi de la reine, c'est puissant, parce que ça fait 18, ça fait 3 jours de différence, c'est énorme, sur 18 jours. Il y a tant et tant de choses à dire sur l'abeille, parce que c'est assez mystérieux. Et puis j'ai eu l'occasion de côtoyer Rémi Chauvin. Et Rémi Chauvin m'avait dit, oh, vous savez, monsieur Rouquette, aux abeilles, on n'a pas encore tout découvert. Et il me disait ça il y a 10 ans.
Et il a raison, il avait raison parce qu'il m'a dit encore on n'a pas tout découvert. On n'avait pas de. Vous voyez, bon, il a fallu Bonfriche qui a découvert la danse des abeilles. Moi, les premiers livres que j'ai lus sur l'apiculture, c'était par exemple une abeille découvrait un champ mellifère, elle venait et elle repartait en éclaireuse avec d'autres abeilles qui à leur tour repartaient. Et puis on s'est aperçu que c'était faux. C'est la danse qu'elle fait en rapportant son butin qui va préciser, selon l'inclinaison du soleil, va préciser l'endroit exact. On pensait qu'elle avait en mémoire du chemin où elle allait, où elle revenait. Et alors qu'elle avait elle a un GPS. Et ce GPS, quand elle avait le gaucho, tous ces produits neurotoxiques qu'on emploie dans les cultures, elle perd son orientation. Son GPS ne marche plus. Les premières lectures que j'ai faites, on disait il y a qu'un bourdon, un seul bourdon qui féconde la reine. Et d'ailleurs, les poètes avaient parlé de l'heureux élu, et ainsi de suite. Et puis après, quand on a eu les moyens de mesurer la contenance de la spermathèque de la reine, on s'est aperçu qu'il y avait la contenance des spermes au moins de 12 bourdons. C'est surtout pour pas qu'il y ait consanguinité, quoi. Ça évite la consanguinité. Alors les abeilles, elles sont nombreuses dans la ruche. Elles ont toutes la même mère, la reine, mais le père, c'est le père inconnu, quoi. Qu'on appelle. C'est assez récent que c'est rentré dans les mœurs et la connaissance des agriculteurs. Moi j'ai eu ici à Pôland des agriculteurs qui avaient un verger là au fond de Saint-Martin, qui est venu un jour en colère et il m'a dit j'en ai marre de vos abeilles, elles me mangent toutes les fleurs. Alors je lui ai fait une leçon et je lui ai expliqué qu'il y avait des gens qui me payaient en même temps des ruches pour que j'aille les mettre dans les vergers parce qu'elles ne mangeaient pas les fleurs. On avait des ruches qu'on n'avait pas pu poser, bon, pour mille et une choses. Je ne vais pas raconter le début de l'histoire, hein, mais on ne savait pas où les poser. Et on s'était arrêté dans une ferme et on avait demandé à un propriétaire, est-ce que vous nous laissez, c'était dans l'ordre que ça se passait, est-ce que vous ne me laisseriez pas mettre des ruches dans un chaume? Ah, non, là, les ruches, j'en veux pas. Et il avait son fils à l'école d'agriculture de Castelnaudary. Le fils, ils ont raconté au fils, il a dit, et on avait laissé dans la cour de la ferme, on avait laissé des abeilles parce qu'on avait transporté des ruches ouvertes. Pour une autre raison, on ne voulait pas les asphyxier. Et le fils lui a dit, mais si, il te fallait les laisser mettre, on en a besoin pour les... Et alors, puis après ils ont cherché à nous recontacter et ils nous ont dit, on a fait passer le bulldozer, on vous a aménagé un emplacement pour mettre les ruches. Mais c'est les deux générations. Une qui disait, mais attends, les ruches... Et par contre, des fois, on déchargeait des ruches sur les tournesols. Et les gars nous disaient, mais attendez, vous ne pouvez pas mettre la moitié du camion chez moi, là, à 5 km, 6 km. L'apiculture, bon, on est arrivé à une époque quand même où on a évolué. Déjà, il y a eu une grosse évolution. Avant, on faisait l'apiculture, c'était les troncs d'arbres. Dans les troncs d'arbres? C'était les troncs d'arbres. C'était ce qu'on appelait le bourgneau, le brusque, ça dépendait. Ça dépendait aussi des régions. Les uns, c'était en paille tissée, ou alors en osier tissé, et tissé, puis bousé. Avec de la bouse de vache, ils bousaient. Bon, les régions où ils avaient des arbres comme des châtaigniers, qui, quand ils sont très vieux, les châtaigniers ils sont creux, on achevait de creuser, on y mettait
Et on est sorti, on a commencé que ça. Et puis après est arrivé, en 1900 à peu près, en France, on a commencé à faire de la ruche dite mobile. C'est mobile, c'est-à-dire, comme vous avez vu, on sort le cadre, on les rentre, on fait... Et on a pu mieux comprendre l'essaim à l'intérieur, parce qu'on a vu son évolution. Avant, il y avait un tronc d'arbre, les abeilles qui rentraient en bas, vous regardez en haut, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien, vous voyez des abeilles. Tandis que là maintenant, on sort, on peut regarder le couvain, s'il y a une reine, si elle est prolifique, si on peut quand même, on rentre à l'intérieur, quoi. Alors qu'en 1900, c'était pas généralisé, c'était le tout début, Nous, l'apiculture professionnelle, comme on a fait, on est des pionniers, là, on a été les premiers, parce que même, ça faisait un peu rire les gens, parce qu'on disait vivre que de... L'autre, quand je demandais la main à mes beaux-parents, la main de ma femme, le pauvre père, il ne m'a pas refusé, mais enfin, j'ai compris qu'il aurait aimé mieux que j'ai plus de vaches. J'aimais la nature. Et puis avec mon beau-frère, Péré, on était sans situation. Et il fallait, bon, chez nous, dans l'Aveyron, la tradition c'était qu'on on montait à Paris, on parlait comme ça, monter à Paris, et les gars des fermes comme nous, qui n'avions pas d'instruction, qui n'avions rien. Et puis avec mon beau-frère, qui n'était pas mon beau-frère encore, parce qu'il avait fait ses chantiers de jeunesse, c'est nous, et c'était les deux familles qui s'étaient liées pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'ils avaient un point de chute pour venir chercher du ravitaillement dans l'Aveyron parce que l'Hérault avait très faim. Voilà, et puis alors on est venu le vendanger, puis il est devenu mon beau-frère, quoi. Et alors c'est là où on a comploté de faire une exploitation et de le faire en commun, quoi. Et moi j'avais bien aimé, j'avais déjà, quand on curait les bourgnons, c'est-à-dire qu'on récoltait le miel des troncs d'arbres, ça ne me déplaisait pas, j'étais là, cueillir un essaim aussi, ça me passionnait, quoi. Oui, mais dès que je suis rentré dans le métier, j'ai dit, il faut le communiquer, ce métier. Il nous faut le communiquer parce que je sentais qu'on souffrait de quelque chose c'était la sortie de la guerre, ça, je vous parle, alors on avait été déformé un peu, le miel avait perdu de sa valeur, pour la bonne raison que pendant la guerre, le miel se vendait très cher parce que bon, c'était la seule matière sucrante, mais puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé le sucre, la canne à sucre, la betterave à sucre, qui était bien meilleur marché que le miel. Et la consommation des gens, ils ont dit, mais on ne va pas acheter le miel à 3 fois plus cher que du sucre de canne ou autre. Et alors on avait subi cette dépression de valeur du miel. Quand on a commencé de vendre un peu de miel, hein, mais qui on avait? On avait des gens qui avaient une culture qui avaient fait des études supérieures. Parce qu'ils avaient conscience, ou ils avaient lu, et ils étaient plus savants que les autres, ils savaient
Mais à une mère de famille qui avait 4 gosses ou 5 gosses par là, qui étaient d'ouvriers ou de trucs comme ça, ils disaient, bon, mais attends, on a du sucre, hein, c'est bon marché, hein, et voilà. Et on avait subi ça, quoi. Bon, mais en fait, c'est des périodes difficiles, quoi. Bon, mais enfin, qui sont enthousiasmantes, parce que, bon, on a fait quelque chose, puis on le faisait avec passion. Je menais mon exploitation, j'étais président du syndicat de l'Hérault, et 1 ou 2 fois par mois, je montais à Paris pour des réunions. Mais je prenais la couchette à Agde, j'arrivais à la gare de Lyon, et le soir, à 9 h du soir, je reprenais la couchette pour arriver ici et être au boulot pour travailler. Bon, ben, on était jeunes, on le faisait, ça comptait pas. Oui. J'ai jamais senti la fatigue là-dedans, quoi. Mais on a essuyé pas mal de plâtre, on a lu des livres, et puis on a été à des réunions apicoles où on puisait le savoir de l'un ou de l'autre. Des fois c'était valable ou pas valable, mais on en faisait parce qu'il n'y avait pas d'école, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école de formation pour des apiculteurs voulant devenir professionnels, quoi. Ça n'existait pas. Puis c'est venu petit à petit. Puis après c'est venu, il y en a une qui a été formée à Rodillan. J'y étais un peu pour quelque chose, puisque cette école, c'était un CFPPA, un centre de formation professionnelle agricole. Et alors, on nous avait demandé, j'étais devenu à ce moment-là président du syndicat des apiculteurs de l'Hérault. Et on nous avait demandé, on nous avait interrogé pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'apiculture. Alors j'avais répondu qu'il faudrait faire des ruchers écoles pour apprendre le b.a.-ba à celui qui veut être apiculteur amateur ou plus réactif. Et puis il faudrait faire aussi ouvrir des écoles pour les gens qui veulent en faire leur métier. Parce que déjà à ce moment-là, il y avait déjà des prêts intéressants pour les jeunes agriculteurs et nous on ne les touchait pas. Mais il fallait avoir un diplôme. Et ce diplôme, il n'y avait aucune école. Alors il fallait avoir un diplôme. Alors moi j'avais fait cette demande, une école pour aider des ruchers écoles qui existent toujours, et puis faire un centre de formation certifiant, à laquelle au bout on donnait un certificat d'État, quoi. Alors c'est arrivé que c'était à l'époque le canal du baron de Languedoc se créait. Et il y avait le grand patron de l'époque, c'était Philippe Lamour. Et Philippe Lamour avait monté dans ses CFPA, il avait monté une session pour apprendre à arroser. Mais il n'a pas eu de combattants. Et l'enveloppe était votée. Et ils m'ont dit, voilà, ça s'est passé comme ça, et on va faire le CFPPA de Rodillan. Et il existe encore. Hein. Voilà. J'avais fait cette demande parce que je sentais le besoin. Puis j'ai été 23 ans le président des apiculteurs de l'Hérault. Et à 20 ans, puis alors on m'a accroché, comme j'étais bavard dans les réunions, ainsi de suite. Bon, ils ont jugé peut-être que j'avais quelques idées. Et ils m'ont embauché j'ai été au conseil d'administration de l'Union nationale à Paris, quoi. Et alors, bon, j'étais le secrétaire général, mais je ne faisais pas grand-chose en tant que secrétaire général. Et alors là, j'ai fait 20 ans de syndicalisme au niveau national et 23 ans ce qui fait que ça, ouais. En fait, c'était mon dada, quoi. Et alors maintenant, elle a besoin d'être défendue par beaucoup de choses. Alors j'ai fait beaucoup d'articles aussi dans la revue, j'en ai fait dans le Paysan du Midi. Mais d'ailleurs, mon livre, il y aura beaucoup d'articles que j'ai fait
soit dans la revue, soit comme ça, je le mets parce que